Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le confinement du 17 mars au 11 mai, soit 55 jours, est un événement majeur en France qui a affecté plus de 80% de la population dans sa première version. Le recul de l'histoire nous permettra d'en tirer toutes les conséquences et de percevoir les changements structuraux qui se sont initiés ou mis en place à cette occasion. Au printemps 2020, le temps était beau et doux, l'été était à venir. La charge psychologique n'était pas la même que pour le deuxième confinement. De nombreux changements intervenus pendant ce premier confinement seront temporaires, conjecturaux et ne laisseront pas de traces durables dans le corps social. Globalement, il est possible de dire que le rapport des citoyens à la liberté et à leur vie a été fortement bousculé. Mais chacun a joué le jeu, espérant que les autorités qui nous gouvernent tirent les leçons de cet épisode historique qui a commencé de façon particulière. La France était dans un état d'impréparation digne de la ligne Maginot et nous avons eu droit à un mensonge d'État. Les masques ne servent à rien. Les serviteurs de l'État n'ont pas été capables d'assumer l'état de la France, occupés qu'ils étaient à la mise en œuvre d'une politique néolibérale. Les changements dus à la crise sont nombreux. Citons-en quelques-uns. Développement de la sédentarisation, modification des habitudes alimentaires, développement du commerce en ligne, augmentation des violences conjugales et vis-à-vis des enfants, développement de nouvelles pathologies, augmentation du nombre de suicides chez les jeunes, décrochage de nos anciens pour qui vivre ne faisait plus sens. La deuxième période de confinement concerne davantage les activités privées de convivialité et de loisirs. L'espace professionnel est moins atteint selon les secteurs. Reste que pour sortir de chez soi, chacun doit se doter d'une autorisation et rentrer à l'heure. Il y a dans ce type de confinement une forme d'infantilisation et d'incarcération à domicile. Ces deux périodes de confinement ont entraîné un changement profond du monde du travail, avec le développement d'une forme de télétravail sauvage, sans préparation ni concertation. 9 mois après le début du premier confinement, tout laisse à penser que le télétravail va continuer à se développer. De ce fait, les impératifs du travail gagnent du terrain dans l'organisation de la société, et l'homo economicus fondateur du néolibéralisme semble s'imposer encore davantage au détriment de l'homo sapiens. Quelle responsabilité humaine peut avoir l'homo economicus ? Il se peut que les évolutions qui concernent le monde professionnel fassent partie des changements structuraux qui vont s'inscrire durablement dans la société. Le télétravail en fera probablement partie. Il va remodeler la nature du travail, la relation des salariés au travail, le statut des travailleurs et des clients, mais aussi les organisations et le management. Ces changements structuraux sont liés à un contexte de crise. Ils ne devraient pas avoir vocation à durer. Du fait de la crise, ils ne sont pas véritablement choisis par le plus grand nombre, mais subis. Ils auront des conséquences multiples pour les citoyens, le monde politique et l'organisation de la société. La plupart de ces conséquences ne sont ni pensées ni débattues dans l'espace démocratique. La révolution du travail en cours échappe pour l'essentiel au débat démocratique. La version du télétravail qui se développe est une version spécifique, un télétravail sauvage qui ne respecte ni le désir des travailleurs ni les exigences du travail. Ces changements risquent également de mettre encore un peu plus à mal la fonction publique. Il est possible que le basculement vers un télétravail massif se fasse sans l'élaboration d'un nouveau pacte social, et que le monde du travail actuel impose son paradigme néolibéral et dicte sa loi. Rappelons que le paradigme néolibéral consiste à œuvrer pour une croissance infinie au service d'un profit maximal pour une minorité, et ce, par la mise en place d'une concurrence entre tous les acteurs du système. Cela signifie l'absence de régulation humaine et la considération du citoyen en tant qu'homo economicus. C'est la définition producteur-consommateur qui est prisée par le plus grand nombre. Dans cette vision du monde, l'autre est un concurrent voire un ennemi, et les pauvres n'ont que ce qu'ils méritent. Les gagnants doivent leur mérite à leur réussite. Pour l'heure, sur la question du télétravail, les syndicats appellent à des négociations au niveau national pour définir un cadrage qui assurerait des droits identiques pour chacun. Le MEDEF, Mouvement des entreprises de France, fait traîner les négociations. Pour l'heure,
Il refuse fermement le principe de ces négociations tant qu'elles portent sur un cadre national garant des droits liés au télétravail. La division des salariés est un des leviers de domination du patronat. Cette domination permet entre autres l'exploitation au meilleur coût de la ressource humaine. Cela donne une idée des enjeux cachés du télétravail. Notre ouvrage propose une réflexion et un dévoilement de ces enjeux cachés. J'ai entendu au sortir du premier confinement sur France Culture, une philosophe s'exprimer sur ce sujet. Elle prétendait que maintenant, après le confinement, il était impossible de s'opposer au télétravail et que seuls ceux qui ne souhaitent pas travailler pourraient encore le faire. C'est un bel exemple de pensée unique et de déni de démocratie. Au-delà de mon étonnement de ce qu'une personne qui est censée être intelligente puisse raconter des âneries de ce type sur une chaîne du service public, et de surcroît les afficher comme étant des vérités, je m'inquiète du glissement silencieux vers une acceptation de fait du télétravail. Cela me paraît inquiétant. Tout se passe comme s'il y avait un consensus sur la chose, et que ce consensus permettait de faire l'économie d'un débat dans l'espace public et au sein des entreprises. Mais quelle est la chose qui reste innommée? De quoi est-il question? Quel est cet intérêt conjoint des gouvernants et des employeurs qui rend le passage au télétravail si désirable, voire nécessaire? Quel rêve de toute puissance cache l'absence de débat démocratique? Il n'est pas nécessaire d'être très instruit pour penser, pour ressentir qu'un monde où le télétravail domine serait très différent d'un monde où les gens se rencontrent dans le cadre du travail et travaillent ensemble, ou encore pour imaginer que le télétravail peut se dérouler très différemment d'un métier à un autre. J'ose à peine imaginer une combinaison du télétravail avec les perversions actuelles du monde du travail du type procédure, normes, évaluation, course à la rentabilité, individualisation, performance. Il serait dans cette formule clairement question de transformer l'être humain en robot en se débarrassant enfin de la question du corps et des émotions. Car c'est pour l'essentiel ce que permet le télétravail, déshumaniser un peu davantage le travail. Mettre les corps et les émotions à distance. Ce serait l'occasion de régler son compte au travail vivant, au collectif de travail, au travail collectif, à la coopération en portant un coup sévère au service public et en accroissant la fracture numérique. C'est une façon d'avancer dans ce travail qui consiste à rendre invisible la misère et la pauvreté. Quand elle passe à la moulinette des statistiques, elle est aseptisée. Peut-être sortirons-nous de l'épidémie de coronavirus avec deux nouvelles formes durables de confinement, le confinement du travail et le confinement au travail. Compte tenu du paradigme dominant actuel, il est à peu près certain qu'à partir du moment où suffisamment de personnes télétravailleront de façon habituelle, c'est-à-dire en dehors d'une situation de crise, les employeurs reviendront à la charge, pour développer des outils de contrôle et de performance à domicile bien plus élaborés qu'aujourd'hui. Techniquement tout est prêt. Il s'agit de réaliser des profits, et d'optimiser les ressources dont les ressources humaines représentent la partie la plus malléable. Les dégâts sont prévisibles. Le travail confiné serait donc un travail encore plus aseptisé, solitaire, guidé par des scripts, sous contrôle de l'employeur et sans les multiples dimensions collectives qui constituent le travail vivant. Il s'agit d'une forme de confiscation du travail vivant et de mise à distance du travail réel, pour enfermer les travailleurs dans des procédures. Sans changement de paradigme, aucune modification de l'espace social et politique ne peut échapper au dogme néolibéral et à ses conséquences catastrophiques pour la planète et l'espèce humaine. J'entends des collègues parler de l'accroissement de la charge mentale à domicile, de ras-le-bol, d'envahissement de la sphère privée, de solitude, du manque de contact avec les collègues, d'accompagnements sociaux difficiles à distance, de contact avec les clients qui ne font plus sens, d'ennui et de dépression. D'autres évoquent l'impossibilité d'instruire certains dossiers ou d'aider concrètement à la réalisation d'actes simples de proximité, lecture ou rédaction d'un courrier, sans compter les problèmes matériels et techniques. Ces professionnels disent dans l'ensemble que pendant le confinement, le télétravail c'est mieux que rien, et qu'il peut même être important dans certaines situations, mais que ce n'est ni le même travail ni la même qualité de travail. Ce sont des paroles simples et justes, car elles témoignent d'un vécu dans le rapport au travail. Il est urgent de mettre la question du télétravail en débat, secteur d'activité par secteur d'activité,
ou métier par métier et de garantir un cadre minimal au niveau national en rappelant l'obligation qu'a l'employeur de protéger la santé des salariés. Il est urgent de refuser que le télétravail imposé par la loi pour des raisons sanitaires devienne la norme en temps ordinaire. C'est aux salariés du privé et aux agents de la fonction publique de le faire, si les syndicats ne tiennent pas leur place dans ce changement fondamental qui est en cours. Un article du Monde du 19 novembre, par son silence, laisse entendre une fois de plus que le travail, l'acte de travail restera le grand absent des négociations. Des avancées sur le double volontariat, employeur-employé et la réversibilité sont cependant envisagées. Rien n'est joué, car le patronat continue de refuser un cadrage national contraignant. Traduction : il refuse des mesures de protection contraignantes des salariés, c'est-à-dire que la loi fasse tiers dans la relation. Ce qui en dit long sur l'état d'esprit des négociateurs, voire de l'oligarchie patronale, à laquelle il n'est pas possible d'identifier tous les chefs d'entreprise tant s'en faut. Dans les 5 ans qui viennent, nous aurons durablement basculé dans un autre monde du travail, avec une autre conception du travail, des relations du et au travail. Le monde du travail, soumis à une loi d'exception par rapport au droit commun, préfigure l'organisation sociale à venir. C'est pour cela que la question du télétravail n'est pas seulement celle des travailleurs, mais celle de chaque citoyen. Covid, confinement acte 1. Pour comprendre ce qui se passe avec le télétravail actuellement, il faut revenir à la Covid, au confinement et à la mise à distance de l'autre. Le confinement possède une double dimension, celle de la réalité sociale bordée par la dimension juridique qui a autorisé ou interdit tel ou tel déplacement, et une dimension psychique liée à l'appropriation et à la mise en œuvre individuelle du confinement. Celui-ci a pu, pour certaines personnes, déboucher sur des troubles bénins liés à de l'anxiété ou sur des réactions plus lourdes, comme des manifestations dépressives prolongées, des phobies sociales, des compulsions de nettoyage, des bouffées délirantes, voire des manifestations paranoïdes plus structurées. Le confinement est une expérience existentielle marquée par une forme de retour à soi, à la découverte ou au côtoiement d'une intériorité, d'une intimité plus ou moins connue ou méconnue. Du fait de la restriction des libertés, il constitue en quelque sorte une contrainte qui pousse à visiter et à occuper des espaces intérieurs, plus ou moins accessibles selon les personnes. Ces espaces intérieurs, au-delà de leur accessibilité, peuvent selon les personnes être habités d'éléments. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.